rêvez de vous échapper de l'implacable routine du quotidien, vous évader dans les rêves et nager en pleine utopie? Eh bien, vous savez quoi? On va vous montrer comment faire ça en quelques secondes seulement. Bon, ça c'est une Dacia Sandero, hein. Ça fait 100 chevaux, ça coûte à peu près 16 000 €. On est venu en Italie avec, c'est une voiture pratique, mais un peu ennuyeuse, un peu banale, hein. On ne peut pas lui demander beaucoup. Alors par contre, ça là devant, c'est la nouvelle Pagani Utopia. Ça fait 864 chevaux avec un V12 biturbo, 2 litres de cylindrée, ça pèse 1280 kg sur la balance et ça vaut 2,1 millions d'euros hors taxe. Pourquoi? Eh bien, on va essayer de vous expliquer pourquoi aujourd'hui. Sur Caradisiac, on a la chance d'en prendre le volant ici sur les routes autour de Modène. Il fait très très chaud et je pense qu'on va un peu transpirer. Quel est donc le rapport entre Renault, Lamborghini, l'Argentine, l'Italie et Mercedes-AMG? La réponse à cette question tient à l'histoire et au parcours d'un seul homme, aussi réputé qu'Enzo Ferrari ou Ferruccio Lamborghini pour ceux qui s'intéressent de près aux voitures de sport d'exception. Un homme qui a tout simplement réussi à bâtir, en 25 ans, l'une des marques de voitures les plus prestigieuses du monde. Et c'est à San Cesario sul Panaro, pas très loin de chez Ferrari et Lamborghini, que cette histoire s'est écrite. Bienvenue chez Pagani. Pagani, c'est évidemment la marque d'Horacio Pagani, un Argentin qui s'est installé en Italie pour travailler dans l'industrie automobile, et notamment chez Lamborghini, où il planchait à la fois sur la fibre de carbone et les composites, mais aussi sur le design. Il a dessiné la version 25e anniversaire de la Countach, il a planché dans les années 90 sur une possible remplaçante de la Diablo avant que Lamborghini soit racheté par Volkswagen et que son projet soit finalement écarté. Mais lui, il a tout simplement fondé sa propre marque et il a repris tous ses dessins, tous ses travaux, tous ses fantasmes de supercar parfaite et les a concentrés pour arriver à la Zonda. Voilà donc le commencement, la première Zonda de 1999 qui se contentait à l'époque de 397 chevaux avec un V12 AMG de 6 litres atmosphérique et déjà une monocoque carbone. Son design époustouflant et la qualité de sa réalisation en ont tout de suite fait une supercar crédible face aux plus grands noms du genre. La légende était en marche et au fil des ans, la puissance de la Zonda n'a fait que grimper. Puisqu'on est à San Cesario sul Panaro chez Pagani, on va quand même en profiter pour vous montrer des choses absolument extraordinaires ici au musée. Alors ça, c'était le prototype originel de la Zonda. Alors il a beaucoup évolué tout au long de sa carrière et il affiche désormais 550 000 km au compteur. C'est pas banal pour une supercar. Et à côté là, ça, c'était la Vaillante du film Michel Vaillant. Alors c'était un film qui était pas vraiment génial, mais la voiture, elle était nettement plus inoubliable. C'était celle de Michel Vaillant dans le film. Alors, c'était une Zonda S avec un V12 atmosphérique de 7 litres de cylindrée. Là, si on continue à côté, c'était la Zonda F, qui était l'une des évolutions majeures dans la carrière de la Zonda, le premier modèle de Pagani. Alors là, on en a une autre. C'était la Zonda Cinque Roadster. Alors là, on arrivait un petit peu au sommet de la performance et de la puissance sur le modèle. À côté de ça, on a l'incroyable Zonda R Evo dans sa version Barchetta. Alors c'est complètement dingue, hein, c'est vrai. Et donc ici, à côté, c'est l'une des dernières versions de la Huayra qui a succédé à la Zonda et qui est ici dans sa version Imola. C'est complètement fou, comme toutes les Pagani depuis 1999. Et après la Huayra, lancée sur le marché en 2011 et passée pour la première fois au V12 biturbo, toujours fourni par AMG, c'est donc au tour du troisième modèle de la lignée Pagani de reprendre le flambeau. Et elle se retrouve juste là, devant nous, prête pour partir rouler. On a beau avoir une certaine expérience de ce genre de machine, côtoyer une Pagani Utopia, ça vous met quand même une grosse boule au ventre. La présence, l'allure de ces autos, leur rareté et surtout l'aura de Pagani, ça fait tout drôle. Beaucoup plus complexe et musclée que l'ancienne Huayra, l'Utopia paraît à la fois toute petite et énorme selon l'angle sous lequel vous la regardez.
Je trouve qu'elle ressemble à la Zonda, mais avec un cockpit au style très différent, dont la forme m'évoque un peu celle des protos du groupe C au Mans à la fin des années 80. Un monument d'excentricité vraiment sculpturale, dont la foule de détails nécessiterait des heures entières pour vous les expliquer. Et derrière, là, il y a toujours ces 4 énormes tubulures d'échappement regroupées dans un cercle façon trompette art déco. Prenez le temps d'ouvrir tous les capots aussi. Regardez la finition des panneaux de carrosserie et de la monocoque. Tout est en carbone, mais avec 40 types de carbone différents selon les parties et les contraintes structurelles. Ah oui, il y a aussi 2 petits coffres sur les côtés de la coque pour les bagages, façon McLaren F1. Bon sang, c'est complètement hypnotique à regarder tout ça. C'est un tableau, un objet de grande sophistication qui essaie de faire le lien entre l'art et la technique, comme aime à le dire Horacio Pagani. Et à l'intérieur, c'est exactement pareil, on n'a que des détails absolument fous dans tous les sens. De l'aluminium qui a été taillé dans la masse partout, sinon c'est du très beau cuir ou de la fibre de carbone peinte ou non peinte selon l'envie du client. Et puis il y a ça au milieu là. Donc ça c'est une boîte de vitesse manuelle dont tous les éléments ont aussi été taillés intégralement dans la masse, dans des énormes blocs d'aluminium, comme le volant. Attendez, ça, il faut vraiment qu'on vous le montre. En fait, Horacio ne veut absolument pas entendre parler des techniques d'impression 3D ultra modernes. Donc, pour fabriquer le volant, ils partent de ce gros bloc d'aluminium de 43 kg et l'usine de façon artisanale. Alors, ça passe ensuite par cet état. Ensuite, on continue à travailler dessus et ça arrive comme ça. Et à la fin, on obtient un volant en aluminium monobloc de 1,7 kg qui ressemble à une œuvre d'art. Et c'est vraiment ce que veut Horacio Pagani. Et donc oui, c'est une voiture qui est dotée d'un V12 biturbo de 6 litres, mais connecté à une boîte de vitesse manuelle. Donc c'est la voiture à boîte de vitesse manuelle la plus puissante et la plus coupleuse du monde. Et l'ambiance générale, la philosophie de cet intérieur, ça nous rappelle un petit peu aussi une marque qui est tombée dans l'oubli, c'était Spyker. Donc eux aussi, ils avaient cette volonté de vouloir se différencier à tout prix des autres marques et d'aller beaucoup plus loin que les autres en termes de soucis du détail. Et il y a un petit élément aussi qui est assez marrant, c'est que cet exemplaire-là, qui est un véhicule de développement, il a plus de 50 000 km au compteur. Là, ici, les éléments, ils ont bien vieilli. La voiture, elle est patinée, elle est usée. Mais par contre, c'est toujours aussi magnifique à regarder à l'intérieur. Et là, je suis en train de me dire qu'on va passer au volant. Ça risque d'être une expérience complètement dingue. J'avoue, j'ai le cœur qui bat un peu plus vite que d'habitude et j'ai même les aisselles qui ruissellent, mais pas seulement parce qu'il fait 40 degrés dehors. Bon, allez, cette fois, il est temps de rouler. Ça fait longtemps que je rêvais de pouvoir dire ça. Qu'est-ce que ça fait de conduire une Pagani? Bon, tout de suite, c'est déroutant parce que, alors d'abord, on se rend compte que la voiture, c'est une vraie GT. Pagani revendique le fait de concevoir des voitures vivables, confortables, et oui, c'est le cas parce qu'on a une auto qui est très souple, quel que soit le mode choisi. Alors là, sur le volant, sur le très beau volant, j'ai une molette rotative qui me permet de choisir entre le mode confort, sport, race et wet. Et d'ailleurs, le ressenti de cette molette, ça rappelle furieusement celle de la Bugatti Chiron. Alors ça, je pense que c'est pas tout à fait fortuit parce que pour moi, la Chiron, c'était la référence absolue des supercars ultra polyvalentes. Et ici, c'est vraiment aussi souple, c'est facile à utiliser. Alors on a une très bonne vision périphérique, un peu moins vers l'arrière, mais voilà, on peut rouler tous les jours avec une Pagani à 2,1 millions d'euros hors taxe, c'est impressionnant. Et l'autre élément majeur dans cette expérience de conduite, c'est bien évidemment cette boîte de vitesse manuelle avec une grille, avec des pièces qui sont là aussi taillées dans la masse. Donc c'est spectaculaire à voir et c'est encore plus spectaculaire à utiliser. Alors ça demande même un peu de rigueur. Alors on peut avoir une transmission automatisée, mais bon, par rapport à l'esprit de la voiture, par rapport à la philosophie de Pagani, je pense que c'est encore mieux d'avoir cette boîte manuelle. Au début, on tâtonne. Au début, c'est intimidant, franchement.
parce qu'on a une grille avec des débattements qui réclament un petit peu de poigne entre le deuxième rapport et le troisième rapport, entre le quatrième rapport et le cinquième rapport. Donc il faut faire connaissance. Mais plus ça va, plus on se rend compte que tout ça, c'est quelque chose d'unique. Ça ressemble pas à une Bugatti du tout quand on commence à pousser. Le moteur qu'on a dans le dos, le V12 biturbo d'origine Mercedes, a été considérablement retravaillé par Pagani. Il développe 864 chevaux, 1100 Nm de couple, mais même avec cette boîte de vitesse manuelle, il est onctueux, il est facile à utiliser, il y a du couple partout. Bon, évidemment, en termes de performance en ligne droite, c'est du catapultage instantané, mais avec une telle architecture mécanique, on arrive à vite se mettre en confiance, on arrive à vite se rendre compte que c'est une voiture qui vous trahira pas, qui vous accompagne dans votre exploration, et surtout, elle est très légère, hein, on l'a dit, 1280 kg à sec, par rapport à une Bugatti qui fait 2 tonnes. Ici, on a vraiment la sensation de rouler avec une auto légère. On a aussi une direction à assistance électro-hydraulique, comme sur une McLaren. Ça permet d'avoir un ressenti, un feeling extraordinaire, même si sa direction est pourtant très légère. On sent tout ce qui se passe. Quand on commence à pousser, on sent ce qu'on peut faire avec le train avant. Oui, c'est plus un moteur atmosphérique, mais celui qui va me dire que ce moteur-là, il n'a pas de caractère, ça, c'est impossible à croire. Dès qu'on commence à pousser, c'est une furie mécanique hallucinante. On a une attaque de pédale aussi, de frein qui est hyper ferme. C'est génial. Ah, on a pris le rupteur. Ah, oh mon Dieu. On a des pneus de fou aussi. On a des Pirelli Trofeo RS qui ont griffe de fou. Alors, le train arrière patine jusqu'à 150, 200 km/h. Mais on arrive à composer avec ça en fait. Parce que la voiture, elle est vraiment très très bien mise au point. Ah, les soupapes de décharge. Je suis sur des routes étroites et défoncées au volant d'une machine qui envoie une puissance colossale rien que sur les roues arrière, mais bizarrement, je n'ai plus peur du tout. Je m'attendais à une supercar inexploitable, j'ai trouvé une auto facile à cerner qui invite à la cravacher à la façon d'une petite voiture de sport. Alors qu'il y a toujours une sorte de filtre entre la mécanique et vous dans une Bugatti Chiron, ici on ressent tout ce qu'il se passe. Même le V12 biturbo, spectaculaire à écouter gronder et souffler, semble dépourvu de l'inertie habituelle de ces lourds moteurs suralimentés. Sur le papier, mettre une boîte manuelle avec un bloc aussi puissant et coupleux, qui ne dépasse même pas les 7000 tours minute, ça paraissait incongru. En réalité, Pagani a réussi à en faire une vraie merveille mécanique parfaitement exploitable, sensationnelle et même gratifiante avec cette grille de boîte magnifique et exigeante. L'art, chez Pagani, ce n'est pas seulement tailler des morceaux d'aluminium dans la masse pour faire joli ou même dessiner des voitures extravagantes, c'est surtout concevoir des machines qui gardent les sensations de conduite au cœur de l'expérience malgré leur degré de confort, de puissance et de raffinement. En ce sens, l'utopie d'Horacio Pagani, elle nous inspire autant d'admiration que celle de Bugatti et des rares autres marques à ce niveau d'exclusivité. Bon, sur ce, il est temps de repartir en Dacia. L'utopie, c'est fini.